Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour 40 minutes ensemble, j'espère que vous allez bien. C'est l'un des enjeux pour la filière agricole, comment assurer la relève quand on sait que d'ici 10 ans, près de la moitié des agriculteurs français devront partir à la retraite. Quelles sont les solutions pour accompagner le renouvellement générationnel? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Mais d'abord, comme chaque jour, on part retrouver Evan. Toi aussi, Evan, tu t'es rendu ce matin dans une exploitation agricole. Exactement, Enfante. Bonjour à toi, bonjour à vous à la maison. Enfante, est-ce que tu aimes le yaourt bio? Oui, j'adore les yaourts bio. Ah, alors le sujet d'aujourd'hui devrait te plaire puisqu'on va passer la matinée avec Mathieu qui vient de reprendre une exploitation laitière. Ici, il y a des vaches, il va bientôt y avoir des chèvres aussi. Tout ça en bio et tu vas nous en parler mieux que moi. Salut Mathieu. Salut Juan. Alors, c'est Evan pour info, mais c'est pas grave. En plus, je l'avais dit. Alors, tu as 33 ans, on a presque le même âge, donc je vais te tutoyer. Très bien. Tu es un peu tombé dans la marmite étant petit. Oui. Explique-nous un peu ton projet de reconversion vers le métier d'agriculteur. Je suis fils de paysan à l'origine, j'ai fait une douzaine d'années en région parisienne. Et puis, par la force des choses, je suis revenu, l'appel du pays, et puis un petit peu marre de la vie à toute allure en région parisienne. Et puis, j'ai repris cette exploitation qui est l'ancienne exploitation des associés de mes parents, en fait. Mes parents sont installés à une dizaine de kilomètres. Leurs associés sont partis à la retraite au 31 décembre 2020. Et moi, je me suis associé dans le GAEC, qui est une société agricole, au 1er janvier 2021. Alors, j'ai lu dans le journal, dans Ouest France, que tu étais passé de 50 mètres carrés à 50 hectares. Raconte-nous, c'était quoi un peu ta vie à Paris avant le 1er janvier? Alors, ma vie, c'était cadre dans le conseil. Les 50 mètres carrés, c'était mon appart. Les 50 hectares, maintenant, ici, c'est l'exploitation. Et puis voilà, donc une vie, on va dire, de salarié. Avec ses avantages et ses inconvénients. Avec le télétravail, la visioconférence. Voilà, exactement, Zoom et compagnie. J'ai abandonné et puis je suis revenu à la terre et au terroir avec une cinquantaine de vaches, tout est des 50 en fait. Alors justement, ces vaches, je pense que tu as bien choisi quand même parce que le télétravail, par rapport à ça, c'est quand même vachement moins fun. Ces vaches, elles ont une race particulière? Alors en fait, c'est des croisements de 3 races. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il faut ici. Il y a la vache la plus commune, on va dire, dans l'esprit collectif, qui est la Holstein, donc noire et blanche, donc on en retrouve ici, et donc elle a la particularité de produire du lait, beaucoup. Une race qui s'appelle la Jerseyese, donc plutôt un petit gabarit, qui a la particularité de produire des matières grasses, donc qui fait un lait riche. Et on retrouve ici, on a du bol, elles sont à peu près alignées, une race qui s'appelle la rouge scandinave, qui a la particularité d'être rustique. Et l'idée, c'est de croiser tout ça pour essayer d'avoir des vaches qui produisent suffisamment de lait, avec suffisamment de matière grasse pour faire des produits transformés, du lait, du fromage, enfin du beurre, du fromage, etc. Et qui soient rustiques pour, on va dire, garder une bonne santé le plus longtemps possible. Et est-ce que leur lait a un goût particulier? Alors, il a un goût normal, on va dire. Il est gras. Donc, quand on cuit sa casserole de lait, on retrouve une couche bien jaune. Et l'avantage, c'est de pouvoir fournir à notre laiterie un lait qui puisse être apte à la transformation pour faire le plus possible de produits transformés. Ah bah tu vois, Enfante, ce lait va bientôt se retrouver dans ton yaourt préféré. Alors justement, la laiterie, tu vends ton lait auprès de qui? Alors une laiterie qui s'appelle Tribala Noyal, qui est basée à Noyelles-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine, qui est une entreprise familiale d'environ 1000 personnes, qui est la laiterie historique du GAEC depuis 2008, date à laquelle l'exploitation s'était convertie en agriculture biologique. Et qu'on a gardé parce qu'elle a plu à l'ancien GAEC, elle nous plaît à nous et elle a la spécificité de transformer le lait de vache qu'on fait ici et le lait de chèvre, une production qu'on va développer avec mon frère à une dizaine de kilomètres. Et puis qui transforme ce lait en yaourt, en fromage blanc. Et puis surtout tout à l'heure, on va aussi vous expliquer ce que ça veut vraiment dire concrètement de faire un élevage laitier en bio. Finalement, quand on est consommateur, on ne se rend pas vraiment compte des contraintes que ça vous impose et aussi de l'amélioration pour le bien-être animal. Donc on en reparle dans quelques minutes. À toi, Enfante, ça te laisse le temps pour manger un yaourt peut-être? Je ne crois pas, j'aurai pas le temps tout à l'heure, Evan. Et on continue à parler agriculture ce matin avant d'entendre nos invités. Tour d'horizon des enjeux sur cette question de la relève agricole. Regardez. Qui va reprendre la ferme? On ne sait pas, on trouve personne. Près d'un tiers des agriculteurs français ont plus de 55 ans. La moitié va partir à la retraite d'ici 5 ans. Mais de nombreuses exploitations agricoles ne trouvent pas de repreneurs. On estime que les 2 tiers des agriculteurs risquent de ne pas être remplacés. Et le nombre de nouvelles installations ne compense pas les départs à la retraite.
Le secteur le plus touché par ce problème est celui de l'élevage laitier. 5% seulement de renouvellement. Une crise de vocation qui s'explique par une image dégradée du métier d'agriculteur, associée à des conditions de vie difficiles et surtout de faibles revenus. Un agriculteur gagne en moyenne 1 250 € par mois et un tiers d'entre eux moins de 350 €. Si autrefois la transmission se faisait de parents à enfants, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Le renouvellement se fait même de plus en plus par des jeunes qui ne viennent pas du monde agricole. Mais pour ces repreneurs, la hausse du foncier et la taille des exploitations sont bien souvent un frein, trop grande et trop chère. Pour qu'ils prennent le relais, donnons aux jeunes agriculteurs les moyens d'être dans la course. Et on poursuit la discussion ici sur ce plateau avec André Sergent. Bonjour, vous êtes le président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, vous êtes éleveur dans le Finistère. Christophe Monnery, vous êtes éleveur laitier à la Bouexière. Vous allez céder votre exploitation à un jeune. Lise Minsart, vous allez reprendre l'exploitation de votre père, l'exploitation laitière, le 1er avril. Et Frédéric Leduc, vous êtes gérant associé de la ferme de Launay-Bunel. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'imagine qu'en Bretagne, comme ailleurs, la question de la relève est un enjeu crucial. Quelles sont les filières où la situation est inquiétante aujourd'hui? Un peu toutes les filières, parce que la démographie nous démontre bien qu'effectivement, dans les 10 années qui sont devant nous, il y aura beaucoup d'agriculteurs qui vont céder, de par l'âge. Et donc là, c'est vrai qu'il y a certaines filières où c'est très très imprégnant. L'exemple du porc, où effectivement, la moitié des producteurs, d'ici à 10 ans, partiront en retraite. Et donc, quel renouvellement? Et quel est le plus grand frein à la reprise de ces exploitations? C'est multiple. C'est multiple. Aujourd'hui, je pense que la chance qu'on a en Bretagne par rapport à d'autres régions de France, c'est qu'on a la chance d'avoir des jeunes. Ça, c'est un point très fort. Par contre, on voit bien que les installations sont très différentes l'une de l'autre. Alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était assez stéréotypé, je dirais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc chaque installation est différente. C'est pour ça que l'accompagnement aussi est différent. Et il y a des modèles différents, c'est ce que vous nous dites. Complètement. Notre agriculture est plurielle. Il n'y a plus une façon de faire. Alors, Monsieur Monnery, si ce n'est pas indiscret, quel âge avez-vous? 57 ans. Est-ce que ça a été facile de trouver un repreneur pour votre exploitation? Oui, assez facile. Ce que j'ai fait, j'ai contacté la Chambre d'agriculture, une personne qui s'occupe du répertoire départ installation. Et on a pris un contact novembre 2019. C'est là qu'on m'a invité à assister à une semaine de transmission. Donc j'ai été voir une réunion. Donc à la suite de ça, on a pris un rendez-vous à la maison au mois de janvier. Oui, c'est ça, janvier 2020. Voilà. Et c'est là qu'on a diffusé une sorte d'annonce. Une sorte d'annonce sur le répertoire RDI. Et juste après, j'ai eu quelques contacts. Assez vite, vous avez eu des contacts? Oui, assez vite. Et ça ne doit pas être facile d'enclencher cette étape de la transmission parce que voilà, on arrive à la fin de sa carrière. Par quelle étape psychologique vous êtes passé? Personnellement, j'étais déjà prêt parce que je me suis rendu compte que si j'attends mes 60 ans, quand on voit le nombre d'exploitations qui vont arrêter dans les années à venir, on sait qu'il y a un tiers qui va être repris, le reste ne va pas être repris. Ouais. Donc vous aviez cette réalité-là en tête. Tout à fait. C'est ce qui vous a motivé davantage à vous y prendre tôt. Voilà. C'est vrai que même pour le cédant, André Sergent, c'est une étape qui se prépare. Complètement. C'est pour ça que, comme là, c'est un bon exemple pour nous. C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il arrive à l'âge de la retraite, qui sait aussi qu'il n'a pas de suite directe. Je crois que c'est son cas. Les enfants ne sont pas intéressés. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà. L'exemple du RDI, où là, on a des contacts, et puis le cédant... Rappelez-nous ce que c'est que le RDI. C'est le registre départ installation. D'accord. Et donc, c'est un registre qui est tenu par les chambres d'agriculture, et chacun peut s'y inscrire, comme l'exemple là. Et puis derrière, après, les contacts se créent. Et puis, se font ou pas. Il y a un recrutement ou pas. Voilà. Lise Minsart, à partir de quel moment vous avez décidé de reprendre l'exploitation familiale? À partir de quel moment vous avez pris cette décision? J'ai toujours été à la ferme, plus ou moins, les week-ends, les vacances. Et puis, ça s'est fait, disons, naturellement. J'ai pas toujours voulu être agricultrice. C'était pas une évidence, en tout cas, au départ. Non. Et puis, en fin de compte, quand on y va, on peut plus s'en passer, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a eu un déclic particulier? Non. Non? Non, j'aime mes animaux, j'aime passer du temps avec eux. Et voilà. J'ai toujours aimé gérer les choses. D'accord. Donc, c'est un peu la suite logique de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et vos parents, comment ils voient ça? Ils étaient contents. Ouais. Je pense que tout agriculteur ou agricultrice qui voit ses enfants prendre la suite est content, puisqu'il y en a beaucoup qui n'auront pas de suite ou par un tiers.
Donc c'est vrai ils sont contents et je pense qu'ils sont fiers. Et quelles étaient vos plus grandes craintes au départ quand vous vous êtes lancé dans cette aventure et vous vous êtes dit, bon, bah, là c'est bon, je reprends l'exploitation familiale? Il y a de la pression quand même? Oui. Ouais. Déjà parce que je suis une femme. On peut dire l'égalité homme-femme, elle est là. Non, elle n'est pas toujours là. Faut toujours faire ses preuves. Ouais. Pour un jeune homme, je sais pas, mais je parle pour moi. Après, quand on fait ses preuves, on est d'autant plus fiers et contents de montrer ce qu'on vaut et qu'on est capable de faire. Frédéric Leduc, quand vous entendez le témoignage de Lise, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça ne s'est pas tout à fait dans le même cadre. Je suis installé aussi depuis peu de temps. Ça fait quand même 15 ans que je suis revenu sur l'exploitation. Moi, je suis revenu un peu rapidement suite à un décès de mon père, en fait. Voilà, mais après, moi, j'étais pas sûr de travailler aussi rapidement dans l'exploitation. C'est une décision que vous avez mûrement réfléchie? C'était pas une non, évidence il n'y avait pas le aussi choix, pour c'était vous? soit je revenais, soit on arrêtait la boutique. D'accord. Après, voilà, j'étais encore à l'école, mais c'était comme ça. Mais le choix, au début, c'était plus pour, on va dire, pour maintenir l'outil et voir après. Puis au final, l'outil, je l'ai adapté à la façon dont je voulais. Et... Vous avez remodelé un petit peu le modèle? Bien sûr, oui. Ouais. C'est d'abord, dès qu'il y a un jeune qui arrive, généralement, c'est une exploitation. L'exploitation évolue. C'est ce qui, et qu'est-ce que vous faites que vos parents ne faisiez pas, par exemple? Mes parents, moi, quand ils ont arrêté, il n'y avait plus que des céréales, quoi. Et puis maintenant, il y a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de cultures différentes. Donc, ça n'a plus rien à voir, en fait, complètement. Vous avez diversifié. André Sergent, quel est le ratio des exploitations qui se transmettent de parents à enfants? Est-ce que ça recule ou est-ce qu'il y a encore une majorité d'exploitations? Il y a encore une majorité, voilà, où ce sont les jeunes qui s'installent sont issus du milieu agricole, quoi. Ceci étant, on voit le chiffre qui augmente de jeunes qui ne sont pas du milieu et qui s'intéressent à l'agriculture et qui y viennent à l'agriculture. Globalement, en fait, par rapport aux témoignages qu'on entend, moi-même aussi, j'ai été salarié avant d'être agriculteur. Et je pense qu'effectivement, le métier qu'on a, c'est un super métier. C'est passionnant, c'est très intéressant. Ceci étant, quand on n'a jamais été, on va dire, de l'autre côté de la barrière, notamment salarié, on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que des fois, on encourage, nous, souvent, au niveau des chambres d'agriculture, de dire aux jeunes, faites attention quand même, quoi. Ce n'est pas forcément en sortant de l'école qu'il faut devenir agriculteur. Voilà, il est peut-être aussi intéressant de s'ouvrir, de regarder ce qui se passe, de réfléchir à son projet et ensuite d'y aller. Voilà. Monsieur Monnier, quel profil vous recherchiez, vous, quand vous étiez en train de penser à la transmission Moi, je cherchais plutôt un profil, un couple avec, mettons, des enfants. Parce que il y a quand même une maison assez importante à reprendre. Parce qu'une personne seule, financièrement, ne pouvait pas tout reprendre. Et puis, je me suis dit, cette personne-là, si elle est attachée par l'agriculture, elle devrait y arriver. Et qu'est-ce qui est le plus fondamental pour vous qu'il doit retenir dans cette phase de transmission que vous êtes en train de vivre avec ce repreneur? Déjà, il ne faut pas compter ses heures. Ça, évidemment. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, à 16 heures, j'arrête de travailler, parce qu'on ne regarde pas trop sa montre. Bon, il faut aimer ce métier, il faut être passionné, aimer les animaux, aimer cultiver les terres. Et quand on a grandi dans un univers agricole, Lise Massard, est-ce que finalement cette transmission elle est plus facile ou on se dit finalement peut-être que si je ne connaissais pas ces personnes qui vivaient sur cette exploitation-là, ce serait peut-être plus facile de prendre en main ce projet? Non, c'est plus simple à mon sens. Y a plein de petites choses qu'on ne pense pas forcément et puis finalement quand on est entouré par ses parents, sa famille qui sont dans le milieu, eux ils savent. Du coup ils nous disent t'as oublié ci, t'as oublié ça. Donc moi je trouve que c'est plus simple et on se soutient en fin de compte. Quand on passe par des phases qui sont parfois difficiles ou difficiles, on se soutient et on avance. Est-ce qu'il y a des points de divergence, des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur la manière de voir les choses Forcément, on n'est jamais toujours d'accord. Quelques exemples Non, j'en ai pas en tête précisément, mais on trouve toujours un accord avant de faire les choses, quoi. Si chacun y trouve pas son compte, on le fait pas.
Alors on parle beaucoup de l'amour des bêtes, mais ça ne suffit pas pour gérer une exploitation. André Sergent, dans cette crise que nous traversons, la dimension de la gestion, elle a toute sa place. Et ça, c'est important aussi de le rappeler pour tous ceux qui souhaitent reprendre une exploitation. Complètement. Et donc ce qu'on dit, notre métier, c'est un vrai métier, quoi. Et donc par rapport à ça aussi, on est des petits chefs d'entreprise, quelles que soient les productions que l'on a. Et l'objectif, c'est bien d'en vivre et d'avoir un revenu décent. C'est bien l'objectif. Donc chacun d'entre nous aussi se doit d'être un peu gestionnaire pour gérer en fait ses affaires. Et ça aussi, c'est des choses qui ont évolué, notamment parfois avec des structures d'exploitation qui ont beaucoup développé. Et donc la partie gestion, elle devient primordiale. Et c'est ça qui fera peut-être la grande différence par rapport à la précédente génération ? Je ne pense pas que ce soit le point essentiel. Ce qui est très différent, je le redis, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'installation stéréotypée. Voilà. Chacun a son projet qui est différent de son voisin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quels sont les dispositifs qui existent pour l'installation et la transmission ? Parce que vous avez tous été suivis finalement autour de cette table par la Chambre d'agriculture. Voilà. En fait, en Bretagne, le dispositif que l'on a, tous les jeunes qui souhaitent rentrer dans le cursus des aides publiques doivent d'avoir un dossier qui est établi au niveau des chambres d'agriculture. Donc d'un côté, le cédant, on l'a vu, il s'inscrit pour chercher les jeunes, et de l'autre côté, après, le jeune qui s'engage, il a un parcours à l'installation, où il va mettre sur la table son projet, et c'est là qu'on va faire aussi intervenir le gestionnaire. Donc qu'il l'a, et puis à ce moment-là, on regarde est-ce que son projet est viable ou pas. Et on est à considérer que tous les projets peuvent être intéressants. Mais à un moment donné, les chiffres, voilà, ils sont aussi, voilà. Alors après, par contre, on a aussi une petite part de risque. On est aussi des petites entreprises. On ne peut pas prédire ce qu'il y aura dans les prix, notamment dans 5, 10 ou 15 ans. Donc voilà. Mais c'est à chacun après de mesurer. Ça reste un pari sur l'avenir comme c'est quand même un pari, mais bien sûr. Et il faut le prendre. Alors l'un des enjeux aussi, et vous en parliez tout à l'heure Frédéric Léduc, c'est l'évolution des pratiques et de l'image du métier. Est-ce que vous avez la pression, un poids qui pèse sur vos épaules avec tous les scandales qu'on a entendus, le bio qui est quand même en marche? Est-ce que c'est quelque chose que vous portez en tant que jeune génération? Moi je suis arrivé sur l'exploitation en 2005, donc j'ai arrêté l'école en 2007 parce que j'ai fait 2 ans en alternance. C'était vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment la période où ça montait en puissance ce sujet-là. Et après, nous, on a l'avantage en vente directe, on fait quand même pas mal de vente directe, on arrive à communiquer sur sa façon de travailler. En fait, on a fait le choix de ne pas passer en bio, parce qu'on a l'avantage de pouvoir faire de la vente directe et pouvoir communiquer la façon dont on travaille et expliquer comment on travaille. Lise Massard, sur cette question-là, comment vous vous positionnez sur... Il va falloir valoriser davantage l'image du métier, échanger aussi peut-être les pratiques? Moi, je suis comme Frédéric, nous aussi, on fait de la vente directe. Et donc, on a développé cet atelier, on compte le développer encore. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec nos clients et c'est ce qui nous permet aussi de redorer aussi un peu notre image. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on le fait bien quand même, mais tout le monde ne voit pas ça de la même façon que nous. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Pour Sergent? nous, ce sujet-là qu'on appelle agriculture et société, le dialogue entre l'agriculture et la société, il est devenu très, très crucial. Et tout ça parce que, autrefois, tous les gens qui vivaient en Bretagne et voire ailleurs, ils avaient un lien direct avec les agriculteurs. Ce qui est de moins en moins le cas. Voilà, c'est de moins en moins le cas. Et du coup, moi, je vois bien qu'il y a aujourd'hui un fossé qui s'est créé entre la société et le monde agricole. Et donc, maintenant, c'est à nous de les 2 exemples. Vente directe, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors, dernière question, il me reste 1 minute. Comment vous le voyez, l'agriculteur de demain? Il sera orienté nouvelles technologies? Est-ce qu'il faudra qu'il communique sur les réseaux sociaux? Je parle aux 2 jeunes, entre guillemets, autour de la table. Monsieur Bonnet, j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je vois que la communication, d'abord, c'est pour ça qu'on va venir tout à l'heure qu'on fait ça par rapport au wishing. C'est indispensable. D'abord, si on ne parle pas de notre métier, il y en a d'autres qui ne connaissent pas notre métier et qui vont le faire à notre place. Donc, Monsieur Monnier, l'agriculteur de demain, il ressemblera à quoi? Là, je trouve que depuis 25 ans, on est en train de prendre un virage. Parce qu'il y a 25 ans, on disait qu'il faut faire des grosses structures, il faut se mettre en GAEC pour se libérer du temps libre. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on voit plus de structures, de petites moyennes qui sont en train de se créer, des gens qui s'installent tout seuls, qui vont vers un système plus herbagé, soit du no-GM ou du bio. Il y a des industries laitières aussi aujourd'hui qui nous mettent la pression par rapport à ça. Oui, évidemment. Lise Massard, rapidement, quelle agricultrice serez-vous demain? Moi, je serais plus sur une exploitation de type moyenne, où les vaches sortent dehors.
ça me tient très à cœur, ça. À l'air libre. Exactement. Merci beaucoup. On pourra encore en parler pendant des heures. Allez, on marque une pause pour filer retrouver Evan. Evan qui est dans une exploitation agricole à Ifindic en compagnie de Mathieu. Oui, on est dans la salle de traite, il n'y a pas de vache, alors j'essaye de faire de l'ambiance. Mathieu, c'est à quelle heure la prochaine traite? Alors, ça va être la traite du soir, la prochaine, 17h environ. Et le matin? Et le matin, vers 6h. Ah oui, mais c'est un sacré rythme. À quoi ça ressemble la vie, le quotidien d'un éleveur? Notre quotidien d'éleveur, c'est les deux repères, c'est vraiment les deux traites, effectivement. Et puis le reste de la journée est occupé par soit des travaux dans les champs, soit des travaux près des animaux, leur donner à manger, leur procurer des soins. Et puis après, un petit peu de bricolage, de maintenance et de repos. Il en faut. Oui, quand on se lève à 5 heures. Alors, à quelle heure passe la laiterie? Est-ce que déjà elle passe tous les jours? Non, tous les 2 jours, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Alors, tout est stocké dans la petite citerne qu'on peut voir, que Fabrice va vous montrer, puisqu'on ne peut pas passer. Et comment ça se passe justement, la gestion du retrait du lait, quoi? Alors, c'est un camion de la laiterie qui vient, qui pompe le lait dans le tank. Et donc, comme je disais, il passe 3 fois par semaine. Et à chaque fois, il collecte environ entre 1000 et 1500 litres de lait selon l'alimentation, la météo des vaches. Bon, alors, on va aller voir les vaches, justement. Alors là, c'est un peu le parcours du combattant. En attendant, tu peux peut-être nous expliquer, nous, en tant que consommateurs, on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire du lait bio. Concrètement, ça veut dire quoi dans l'élevage? Fabrice est resté coincé avec les caméras. Le lait bio, pour faire simple, c'est une alimentation bio des vaches. Donc elles mangent des produits qui sont bio, de l'herbe qui n'a eu ni engrais de synthèse, ni pesticides de synthèse. C'est des soins qui sont encadrés par un cahier des charges, donc on ne peut pas procurer ou donner des antibiotiques ou de la chimie vétérinaire à volonté. Puis c'est des méthodes d'élevage, des conditions de bien-être qui font que on respecte un cahier des charges qui nous est imposé. Bon, alors on a un public de folie ce matin qui est juste là. Elles sont très curieuses. C'est donc des contraintes, le bio, mais ça veut aussi dire un revenu plus élevé pour l'agriculteur, c'est vrai? Oui, parce qu'on valorise mieux nos produits. Pour donner un ordre de grandeur, les 1000 litres de lait conventionnel sont valorisés environ 350 €, si on fait simple. Les 1000 litres de lait en agriculture biologique sont valorisés environ 500 €. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a encore des freins à la conversion de certaines exploitations en bio? C'est un cheminement qui n'est pas simple. Il y a des risques économiques. Notre production chute, donc les prix sont plus élevés, mais le volume baisse, donc peut y avoir un manque à gagner. C'est des risques des fois intellectuels ou sociaux. Il faut acquérir de la connaissance, elle est diffuse cette connaissance et on conduit un troupeau différemment dans le conventionnel, donc il faut pouvoir franchir le pas. Et puis des fois aussi, ça peut être un risque, on va dire, de débouché. Il faut trouver la laiterie qui voudra bien collecter du lait bio et qui n'est pas forcément la laiterie historique, par exemple, d'un agriculteur. Je sais pas, moi ça m'intimide, on a beaucoup de dieux qui nous regardent. Alors justement, là elles sont dans la stabulation. Elles passent combien de temps ici? Elles vont quand même dans les prairies? Oui, donc environ 3 mois dans la stabulation, les mois d'hiver, décembre, janvier, février. Parce qu'on a des sols qui ne peuvent pas avoir des bêtes en plein hiver. On aurait des prairies qui seraient abîmées, donc ça ferait de la boue si on fait très simple, et on aurait une pousse d'herbe de printemps qui serait pénalisée. Elles pourraient être dehors, elles ne le sont pas pour des raisons de sol qui ne sont pas prêts à les accueillir. C'est des bestioles qui font 700-800 kilos. Oui, mais dans quelques semaines, elles pourront partir manger de la bonne herbe fraîche bretonne. Dans 15 jours, on les verra dehors normalement. Voilà. Parfait, merci beaucoup Mathieu. On va continuer à passer la matinée avec Mathieu, qui vient tout juste d'avoir son bac, figurez-vous. On dirait pas comme ça, mais il va nous expliquer tout à l'heure. À toi, Fanté. Félicitations Mathieu, à tout à l'heure. Alors, petite question à notre invité André Sergent. Quand vous voyez l'histoire de Mathieu, si présent, qu'est-ce que ça vous inspire? Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes mûrissent leur projet. Et donc, les parents ont eu une façon de faire, et parfois même très bien réussir dans leur carrière. Et pour autant, les jeunes qui arrivent derrière ne feront pas forcément comme les parents. Et la transmission qui est en marche. Par contre, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous sommes rentrés, à savoir qu'il y aura beaucoup de sessions, donc pour les jeunes, c'est aussi des opportunités. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, peuvent intégrer tout ça et trouver leur... On continue à en parler dans quelques instants. Alors vous le savez peut-être ou pas, on aime bien donner des idées à nos téléspectateurs, des idées solidaires. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez devenir bénévole agricole. Regardez comment ça marche. Encore un agriculteur qui risque d'arrêter son activité. Faut faire quelque chose pour l'aider. De nombreux agriculteurs sont en proie à de grosses difficultés et se retrouvent dans une situation d'exclusion. Vous êtes actif ou retraité,
paysan, ancien paysan ou proche du milieu agricole ou rural et vous avez envie de donner un peu de votre temps pour aider les agriculteurs, n'hésitez pas. Vous pouvez les soutenir en les accompagnant sur les aspects économiques, juridiques, sociaux ou techniques de leur métier ou bien en animant des groupes de parole. La principale association s'appelle Solidarité Paysan. Elle se déploie dans tous les départements. Monique est bénévole dans l'association. Je suis née dans ce milieu et j'y suis restée toute ma vie. J'y ai travaillé et même s'il y a des grandes distorsions dans les exploitations agricoles, eh bien certains agriculteurs souffrent de grandes difficultés. Il y a parfois beaucoup de souffrances, voire de grande détresse. Et tout ce que je peux leur apporter pour être utile, pour leur être utile, fait partie aussi, entre autres, de mes raisons de vivre. Et ça m'apporte aussi beaucoup à moi à travers tous ces échanges parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul et c'est aussi tout un réseau social. Si vous aussi vous voulez vous engager auprès des agriculteurs, contactez l'association locale de Solidarité Paysan. Toutes les compétences sont les bienvenues. Et Frédéric Leduc, vous faites partie de l'association WOOF qui fête ses 50 ans. Vous proposez à des bénévoles de venir apprendre dans votre exploitation. Alors, qu'est-ce que font vos woofers en ce moment? La semaine dernière, l'autre semaine, là, c'était un petit peu compliqué. Là, on a une récolte de légumes d'hiver, en fait, principalement. C'est un petit peu moins diversifié à cette saison, forcément. Mais là, on arrive au mois de mars avec les premières plantations de tomates, tout ça. Là, ça va être un petit peu plus diversifié, oui. Et ils viennent d'où ces woofers? Ils font quoi dans la vie Pour l'instant, j'ai eu toute la France. Ça fait que 6 mois qu'on fait ça, mais j'ai eu pas mal de régions parisiennes, du sud. J'ai eu un Allemand, une Canadienne. Ça vient d'un peu partout, généralement de milieux qui ne sont pas du tout du milieu agricole, qui sont complètement à côté. Alors, des gens qui viennent plus en découverte comme ça, ou d'autres qui veulent changer de métier, qui veulent en faire leur métier, qui viennent un peu sonder dans quel secteur ça pourrait les intéresser le plus et voir si ça serait plus l'élevage, le maraîchage. Et qu'est-ce qui les motive à pousser les portes d'une exploitation? Je pense que c'est revenir à la base aussi. Et puis il y a eu l'effet confinement, je pense que ça a eu un effet. Les gens qui ont été enfermés pendant 2 mois, premier confinement, là il y a eu, je pense que l'association WOOF France pourrait le confirmer, mais il y a eu beaucoup d'inscriptions après ça parce que les gens ont envie de retourner à l'air libre. André Sergent, justement, quels sont les enseignements qu'on doit tirer du Covid-19 dans le secteur agricole? Bon, déjà, dans l'exercice de notre métier, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, nous, on ne vit pas dans 50 mètres carrés, on est sur des grandes surfaces. Et c'est vrai que globalement, par rapport au reste de la société, voilà, on n'est quand même pas les plus malheureux dans la période de confinement. Ceci étant, on a vu quand même avec ce confinement les marchés agricoles, globalement, complètement perturbés. Voilà. Avec parfois des circuits de proximité qui se sont développés très très vite, et puis d'autres semaines où ça a régressé pour plein de raisons. Avec des prix qui, une semaine, étaient élevés et la semaine d'après, plus rien n'y allait. Enfin bref, donc on a vu les choses qui sont quand même très perturbées dans les marchés. Et globalement, par contre, par rapport à ce qui était dit, là, effectivement, la main-d'œuvre, c'est un vrai sujet dans l'agriculture. Oui, c'était un vrai sujet. Et justement, qu'est-ce qui vous plaît dans ces échanges de woofing, Frédéric? Nous, on n'a pas bougé depuis 1 an, on n'est pas parti en vacances. On voyage, on apprend plein de choses. Avant, on avait des stagiaires agricoles, on va dire, principalement. Ça, on accueillait des stagiaires agricoles. Et on a vu que des personnes non agricoles, en fait, pouvaient être aussi très intéressantes et nous apprendre aussi, nous ouvrir aussi sur... Alors, on avait des gens qui avaient des fois des opinions très différentes et variées. Et c'est aussi bien de se rendre compte de cette réalité, quoi. C'est un concept auquel vous pourriez adhérer, Lise Mansart? Je sais pas, peut-être. On accueille toujours des stagiaires. Vous n'aviez pas pensé avant? Non, c'est vrai que non. Je n'ai pas réfléchi à ça. En tout cas, ça peut être un vivier de main-d'œuvre pour le secteur agricole. Complètement. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'attractivité des métiers. Et c'est vrai que par rapport à ce sujet de l'attractivité des métiers, c'est sûr, ceux qui sont aujourd'hui en place, les agriculteurs, s'ils n'ont de cesse que de se plaindre parce qu'ils ne gagnent rien, que le métier est très dur, qu'il faut faire 80 heures par semaine et ainsi de suite, les jeunes vont peut-être pas être très attirés, quoi. C'est pour ça qu'il faut parfois être un peu prudent dans les messages, quoi. D'accord. Alors en parlant des métiers, justement, je vous propose maintenant de découvrir une profession qui gravite dans la sphère agricole. Voici le portrait de Paul. Il est vétérinaire rural depuis bientôt 20 ans. Regardez. On attaque. En fait, tu as tout ce qui est là à faire, tout ce qui est à droite.
Bonjour, je m'appelle Paul Perrier, j'ai 40 ans et je suis vétérinaire depuis 2003. Donc on est là essentiellement pour accompagner les éleveurs du mieux possible sur tout ce qui est maladie, pathologie, mais aussi gestion de l'élevage, conseil, parce qu'on est amené à faire de plus en plus en fait, de médecine préventive. Et du coup, on va chercher à les accompagner. Quand on fait du suivi de reproduction, on va pouvoir détecter certains problèmes, des vaches infertiles ou des problèmes infectieux. Ouais, tu vois, elle est même déjà cyclée, regarde. Là, on a un corps jaune sur l'ovaire gauche. On est un peu comme les médecins de famille qu'il y avait à une époque, et on est aussi là pour les accompagner, et on les connaît bien. Il y a des enfants que j'ai vu grandir qui maintenant sont gérants de ferme. C'est ce qui rend aussi passionnant et intéressant notre métier. C'est qu'on fait partie pour beaucoup quand même de leur élevage, de leur réussite et quelque part de la famille pour certains qu'on connaît bien. C'est important d'avoir cette transmission de savoir, et si on veut avoir des vétérinaires avec nous et si on veut les motiver pour la rurale, il faut leur expliquer, il faut leur montrer les bons côtés du métier. Je suis rentré à l'école, je voulais pas faire de rural, c'est un vétérinaire chez qui je suis allé qui m'a donné envie. Donc c'est vrai que nous à la clinique on prend régulièrement des stagiaires qu'on emmène avec nous, sur lesquels on essaye d'apprendre un maximum de choses. Tu les vois bien, le fœtus il est là. Alors si tu veux regarder le sexe, tu vois le cordon ombilical il est là. Parce que tu vois on voit pas de... Là, lui, tu vois, on le suivait à l'entrée, quand il rentre, et on voit pas de zizi ou de truc derrière. Je suis aussi vétérinaire au salon de l'agriculture parce que justement j'aime bien ça, et j'aime bien la technique que peuvent amener certains. Le défaut c'est qu'il y a du monde, vous faites des soins, il y a plein de personnes qui posent plein de questions, qui sont pas habituées en plus au monde rural. Je peux vous assurer que quand on fouille une vache par voie rectale à Paris, il y a tous les téléphones qui sont là à nous filmer. Mais ça, après, on en fait abstraction, c'est notre métier. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit, en fait, quelque part, les meilleures vaches de chaque race. Et c'est très intéressant aussi parce qu'on discute beaucoup avec les éleveurs. Et au fil des années, en plus, on commence à les connaître. Moi, je dis toujours, vous levez la nuit pour aller faire une césarienne. Le téléphone sonne à 3h du matin. Bon, le premier réflexe, bon, vous soufflez un peu. Il est 3h du matin, on est comme tout le monde, on aime bien dormir. Mais quand vous y êtes et vous êtes en train de le faire, vous repartez, la vache va bien, le veau va bien. Vous rentrez chez vous, quelque part, vous êtes heureux, ça s'est bien passé, c'est quelque chose de gratifiant, c'est quelque chose d'agréable. Et pour plus d'infos sur ce métier, Christiana Cora nous a rejoint à distance. Bonjour Christiana. Bonjour à tous. Alors vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Alors comme le disait Paul à l'instant, il fait presque partie de l'élevage, il fait presque partie de la famille selon certains éleveurs. Et ses missions sont variées. Tout à fait. En fait, le vétérinaire rural se rend directement dans l'exploitation agricole avec son véhicule équipé des médicaments et du matériel nécessaire pour soigner les animaux. Il ne fait pas que ça, il va faire d'autres activités comme des actes chirurgicaux, il va aussi faire des examens, des vaccins. Il peut aussi être amené à faire des contrôles sanitaires. Et quelles sont les formations qui permettent d'accéder à ce métier, Christiana ? Alors, en fait, on conseille à une personne qui souhaite se former en tant que vétérinaire d'avoir un baccalauréat scientifique. Ensuite, la première étape, c'est de faire 2 années de classe préparatoire pour préparer l'examen. L'examen pour entrer dans une des 4 écoles vétérinaires qui se trouvent en France, qui dure 5 ans. Donc, vous avez 2 ans de classe préparatoire, puis 5 ans en école vétérinaire, pour avoir ensuite le diplôme d'état vétérinaire. Est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Alors non, malheureusement, aujourd'hui, nous avons des difficultés de recrutement. Sur 4 vétérinaires, seulement 1 travaille en milieu rural. Pour pallier cela, le gouvernement a mis en place une classe préparatoire. Donc, les personnes qui sont intéressées pour l'année 2021, qui sont en classe de terminale, peuvent se positionner sur le site Parcoursup. Il y a 160 places pour cette année. Merci beaucoup Christiana pour toutes ces infos et à la prochaine. André Sergent, quand on écoute ce que vient de dire Christiana, il y a des métiers agricoles qui n'intéressent plus les jeunes générations ou des secteurs où on a du mal à recruter ? Oui, complètement. C'est l'exemple des vétérinaires dans le milieu rural qui se sont plus détournés, je vais dire, vers le vétérinaire pour les chiens, pour les chats, voilà. Et ça, c'est très important quand même pour le monde de l'élevage parce qu'on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, l'élevage breton, c'est celui sans doute qui est le plus parfait au niveau sanitaire grâce aux éleveurs et à ces vétérinaires qui font le suivi des élevages. Et donc, tout semble normal. Sauf que si demain, il nous manque les vétérinaires, là, comme on prévoit, on risque d'avoir de gros problèmes. On l'a compris, l'attractivité des métiers est encore un défi. Allez, partons retrouver pour la dernière fois Evan qui est en compagnie de Mathieu, qui a tout quitté pour reprendre une ferme familiale.
Bon Mathieu, tu peux peut-être nous présenter tes petites protégées qui sont bien curieuses depuis tout à l'heure. Ah ouais, elles sont collantes. Hein. Bon, ça c'est Mout, c'est la mascotte, une petite jersiaise sympa comme tout. Enchanté Mout. Et celle-ci? Ça c'est Meu. Vraiment le croisement type, là. On ne sait même pas dire de quelle race elle vient, sympa comme tout aussi. Bon, elles sont nées l'année du M. Si j'ai bien Exactement, c'est 2 M. Bon, tout à l'heure, j'expliquais que tu avais 33 ans et tu venais d'avoir ton bac. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte? Alors, premier bac en 2004, aux alentours de 18 ans. Et puis, pour s'insérer dans le milieu agricole, il faut un diplôme agricole. Et donc, j'ai passé un bac pro à distance avec AgroSup Dijon en juin 2020. Il y a quoi d'autre comme prérequis quand on veut se lancer dans l'exploitation laitière ou dans l'agriculture en général? Je dirais la première chose, c'est de l'envie déjà. C'est un métier, on va dire, un peu hors du commun. Voilà, on n'est pas salarié, on est soumis à beaucoup d'aléas. Donc, il faut avoir de l'envie, de la passion. Il faut aimer les animaux quand on est éleveur, aimer la terre quand on est agriculteur. Donc voilà, à partir de ça, je pense qu'on peut devenir paysan. Et puis avoir plein de projets. Alors toi, tu as repris l'exploitation au 1er janvier de cette année. Oui. Et tu as déjà de nouveaux projets. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le projet phare du moment, c'est la transformation du second site du GAEC qui élève des vaches aujourd'hui en chèvres. Donc on reçoit des chèvres dans 2 jours. Et c'est mon frère et sa copine qui vont s'en occuper. Et pourquoi des chèvres? Chèvres parce que animaux dociles, sympas, petits gabarits, et puis un lait qui est valorisé plus cher. Quasiment 2 fois plus cher que le lait de vache, on est proche des 1 000 € les 1 000 litres. Et puis voilà, on a affaire à des animaux qui nous donnent envie, tout simplement. Et puis le fromage de chèvre, c'est trop bon. Alors je sais pas si c'est comme les chevaux, mais elle m'a pris pour une pierre à sel parce qu'elle n'arrête pas de me lécher mon pantalon. Ça adore ça lèche beaucoup comme ça. Alors aussi, quand tu t'es lancé ici, tu as lancé une cagnotte en ligne sur Internet. Oui. Tu as réussi à drainer 13 500 € au dernier compte. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire de cet argent? À quoi ça sert? Alors c'est un argent qui va être essentiellement consacré justement à notre élevage de chèvres. On investit à peu près 200 000 € entre le troupeau, les bâtiments, la machine à traire, etc. Donc c'est une contribution parmi d'autres à ce plan de financement global de 200 000 €. Et les personnes qui ont participé à la cagnotte, est-ce que c'était des dons ou est-ce qu'ils vont recevoir une contrepartie? Alors c'est des dons avec contrepartie qui va du simple remerciement jusqu'à un week-end à la ferme. Donc déjà un week-end avec toi ici? Ah oui, ils seront présents ici et avec les chèvres. Donc voilà, et au passage on les remercie tous bien entendu. C'est quoi le participant qui a été peut-être le plus original ou On a eu l'originalité, elle va, je trouve, quand même à des purs inconnus qui nous ont fait des dons parfois très généreux, accompagnés de mots sympas. Et ça donne la pêche tout simplement. Attention, il y a une vache qui cherche derrière toi. Alors pour finir, tu le disais tout à l'heure, c'est un projet de reconversion. Tu travaillais dans le conseil à Paris, maintenant tu es agriculteur, paysan. La différence de salaire, elle est évidemment présente, mais ça ne te dérange pas visiblement. Non, effectivement, il ne faut pas faire ce métier-là strictement pour l'argent. On peut bien gagner notre vie, il ne faut pas non plus rester dans l'image de l'agriculteur qui vit comme un miséreux. On peut bien gagner notre vie. Forcément, quand on passe de cadre à exploitant, on diminue son salaire assez significativement. Après, on trouve d'autres choses. On trouve un cadre de vie, on trouve une forme de bonheur, on trouve une forme d'épanouissement qui n'est plus liée qu'à l'argent. On trouve de super collègues de travail. Voilà, 50 collègues avec qui bosser tous les jours, qui se plaignent pas trop, c'est déjà pas mal. C'est cool. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour cette visite. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous renseigner, il y a plein de manières d'en apprendre plus sur comment se lancer dans l'agriculture. Et puis Anne Fanté, le mot de la fin te revient. Allez, bonne journée. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin pour cette émission 100% agricole. La jeune génération est en marche pour copier une célèbre expression. Merci à vous depuis chez vous de nous avoir suivis ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey. Thank you.